Bonjour et bienvenue. Dans le théâtre complexe des relations humaines, certains termes émergent avec force, parfois galvaudés, souvent mal compris. Parmi eux, le mot « narcissique » est devenu omniprésent. Mais que signifie-t-il réellement, au-delà du cliché de l'individu obsédé par son reflet? Et comment le distinguer de figures encore plus sombres comme le psychopathe ou le sociopathe? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ces personnalités complexes pour en déceler les mécanismes et les nuances. Pour commencer, définissons le narcissisme. Au cœur de ce trouble se trouve un paradoxe fondamental. À la surface, nous voyons la grandiosité, l'arrogance, un sentiment écrasant que tout est dû. Le narcissique ne tolère aucune déception, aucune frustration, et sa réaction est souvent une rage disproportionnée. Il est dans une quête perpétuelle de validation, d'admiration, et nourrit une envie sourde envers ceux qui possèdent ce qu'il désire. Mais tout cela n'est qu'une façade, une armure brillante protégeant une réalité bien plus fragile. Car le véritable moteur du narcissisme, et c'est là le secret que beaucoup ignorent, est une insécurité profonde, abyssale. Les gens voient le charisme, la confiance, le succès, l'intelligence, et en concluent à une force intérieure. Mais pour le narcissique, ces attributs ne sont que les briques d'une forteresse érigée pour cacher une vulnérabilité extrême. Imaginez que vous vous cassez le bras. Que fait-on? On pose un plâtre. Pourquoi? Pour protéger l'os, pour éviter qu'il ne bouge ou ne se brise à nouveau. Le narcissique fait de même avec son ego fracturé. Cette grandiosité, ce sentiment de supériorité, c'est son plâtre psychique. Je suis le meilleur. Personne n'est plus doué que moi. Pourquoi devrais-je faire la queue comme tout le monde? Chacune de ces affirmations est une couche de protection. Chaque demande de traitement de faveur, chaque manifestation d'impatience est une défense contre un monde extérieur qui pourrait, à tout moment, toucher la blessure et révéler la supercherie. C'est pourquoi la moindre fissure dans cette carapace, une rupture amoureuse, un échec professionnel, le succès d'un rival, provoque une colère explosive. C'est la panique d'être exposé. Le narcissisme n'est cependant pas monolithique. Il revêt plusieurs visages. Il y a d'abord le narcissique grandiose, la version classique que l'on imagine. C'est la personne qui vous invite dans son palais, vous rappelant sans cesse la chance que vous avez de faire partie de son cercle. Sa supériorité est affichée, revendiquée, presque théâtrale. Ensuite, vient le narcissique malin. Ce profil est bien plus dangereux. Il est malveillant, manipulateur, et exploite les autres sans scrupule. Il a des airs de psychopathe, mais nous verrons la différence tout à l'heure. Son but n'est pas seulement d'être admiré, mais de dominer et de détruire si nécessaire. Ce profil se rapproche de ce que l'on appelle souvent en France le pervers narcissique. Il existe aussi une forme plus déroutante, le narcissique secret ou vulnérable. Celui-ci ne se présente pas comme un dieu, mais comme une victime. Le monde a toujours été injuste avec moi. Je n'ai jamais eu ma chance. Sa grandiosité est inversée. Si seulement j'avais eu les mêmes opportunités, j'aurais fait bien mieux, ou je suis trop brillant pour un travail ordinaire, le monde finira bien par reconnaître mon génie. Ces personnes peuvent paraître déprimées, mélancoliques, et trompent souvent leur entourage, voire leur thérapeute, qui les traite pour une dépression alors que le problème est ailleurs. Leur plainte constante est une autre manière d'exiger l'attention et de blâmer le monde pour leur propre inertie. Enfin, il y a le narcissique communautaire ou l'altruiste de façade. Ce sont les grands humanitaires, les sauveurs du monde, ceux qui affichent sur tous les réseaux leur engagement pour de nobles causes. On les admire pour leur générosité, leur dévouement. Mais en privé, loin des caméras et des applaudissements, ils se révèlent être des tyrans pour leurs proches, leurs familles, leurs employés. Leur empathie est sélective des performatives. Elle n'existe que lorsqu'elle leur apporte de la validation. Le travail caritatif n'est pas une fin en soi, mais un moyen de nourrir leurs besoins insatiables d'admiration. Maintenant, distinguons le narcissisme de deux autres termes souvent confondus, la psychopathie et la sociopathie. Le narcissique, comme nous l'avons vu, est fondamentalement insécure. Le psychopathe, lui, ne l'est absolument pas. Il est dépourvu de peur, d'anxiété, et possède une résistance au stress hors du commun. C'est ce qui en fait, paradoxalement, d'excellents chirurgiens,
PDG ou membre des forces spéciales. Il reste parfaitement calme dans des situations de danger extrême. Mais cette absence de peur s'accompagne d'une absence totale de remords. Le psychopathe ne ressent rien face à la souffrance qu'il inflige. On pense que la psychopathie a des racines fortement biologiques, voire génétiques. Les scans cérébraux montrent des différences notables. Le narcissique, s'il est acculé, peut ressentir une forme de honte ou de culpabilité. Le psychopathe, lui, ne ressentira que de l'agacement d'avoir été démasqué. Pour lui, les autres ne sont que des objets, des instruments. Et le sociopathe? La distinction est plus subtile. On considère souvent la sociopathie comme étant principalement façonnée par l'environnement. Une enfance marquée par la violence, la négligence, une extrême précarité. Contrairement au psychopathe qui est froid, calculateur et méticuleux, le sociopathe est plus impulsif, plus instable, plus prompt à la violence physique. Un psychopathe ne se rabaisserait jamais à une bagarre de bar. Il trouverait un moyen plus subtil et plus dévastateur de détruire la vie de son adversaire. Un sociopathe, lui, n'hésitera pas à en venir aux mains. Une différence clé réside dans leur rapport aux règles. Le psychopathe ne comprend pas la fonction même des règles sociales et morales. Il se demande sincèrement, « Elle m'a trahi, pourquoi n'aurais-je pas le droit de la tuer ?» Le sociopathe, lui, sait parfaitement que tuer est mal. Il connaît la règle, mais choisit de la transgresser. En termes de prévalence, le narcissisme, en tant que trait de personnalité marqué, pourrait toucher une part non négligeable de la population. La psychopathie, heureusement, est bien plus rare, probablement moins de 2% de la population. Ces personnalités, qu'elles soient narcissiques, sociopathes ou psychopathes, laissent des traces profondes sur ceux qui les côtoient. Elles opèrent par la manipulation, le gaslighting. Cette technique qui consiste à faire douter l'autre de sa propre santé mentale. Le dénigrement, le blâme constant. Dans une relation avec un narcissique, on a l'impression de marcher sur un champ de mines. Un jour, tout est parfait, l'autre, une explosion de rage pour un détail insignifiant. Cette alternance de chaud et de froid crée une confusion immense et un lien toxique, parfois appelé lien traumatique, qui rend la rupture extrêmement difficile. Le narcissique choisit ses partenaires non pas parce qu'ils sont faibles, mais au contraire parce qu'ils sont brillants, une source d'approvisionnement de qualité. Il recherche le statut, que ce soit à travers la beauté, l'argent, l'intelligence ou la bonté de leur partenaire. Ils s'approprient ces qualités par procuration pour nourrir leur propre ego défaillant. Comprendre ces dynamiques n'est pas un exercice de jugement, mais un outil de protection et de discernement. C'est apprendre à reconnaître les signaux d'alerte, à faire confiance à son intuition quand une relation semble déséquilibrée, à valoriser la réciprocité, le respect et la sécurité psychologique. C'est, au fond, un appel à plus de conscience dans nos interactions pour bâtir des liens plus sains, fondés non pas sur l'admiration et la validation, mais sur une empathie authentique.